Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans notre émission Monsieur Hervé Macheneau. Vous êtes ancien directeur de la branche Asie-Pacifique d'EDF et maintenant président de Hongma Consulting Service Beijing. Bienvenue dans notre émission. Bonjour, merci beaucoup. Alors, on sait que vous êtes venu en Chine travailler il y a très très longtemps et votre expérience en Chine, pendant votre expérience en Chine, vous avez beaucoup travaillé dans les échanges interpersonnels, des communications entre différentes cultures. Donc pour vous, aujourd'hui, prenant un recul, comment voyez-vous le rôle des échanges interculturels dans votre travail et surtout dans la relation entre la Chine et la France? Je pourrais commencer en racontant le début de mon arrivée en Chine. Je suis arrivé en Chine un petit peu par hasard, puisque j'étais rentré à EDF, et la Chine est venue nous chercher pour demander de construire une centrale nucléaire en Chine. C'était Daya-Bay. Je suis arrivé donc en Chine pour la première fois dans les négociations pour la construction de cette centrale. Et ce contrat qui a été signé entre la France et la Chine, entre EDF et ce qui s'appelait à l'époque CGNPC, Guangdong Nuclear Power Company, est absolument exemplaire parce qu'il a été la base, le fondement d'une relation de confiance qui a duré 30 ans. La Chine demandait à EDF de garantir la bonne fin du projet et EDF a accepté de garantir la bonne fin du projet en prenant la responsabilité. Et en même temps, la Chine a accepté de ne pas mettre de sanctions au cas où EDF n'arriverait pas à faire le projet. Donc il y a eu un échange de confiance mutuelle qui a été le fondement de la relation entre EDF et la Chine. Et cette confiance ne s'est pas départie pendant 30 ans. Et ma première expérience en arrivant en Chine a été une véritable curiosité et, je vais presque dire, un choc culturel, non pas tellement de la Chine, mais des Chinois. C'est-à-dire leur mode de relation, l'importance des relations personnelles, le caractère des échanges et d'une certaine manière la complexité des échanges. Parce que, je vous livre une expérience, au début des rencontres, pendant les négociations, les relations étaient extrêmement tendues, très formelles, aucun accès, aucun échange personnel. Et puis, le soir, les mêmes personnes nous invitaient à dîner, et là, c'était des grandes fêtes, on buvait beaucoup, on s'amusait beaucoup, et on avait l'impression d'être vraiment amis. Et puis le lendemain, les négociations recommençaient et c'était à nouveau des personnages inaccessibles. Et ceci m'a beaucoup, comment dirais-je, intéressé sur qu'est-ce qui faisait cette différence de comportement entre chez les Chinois, entre la position officielle et, j'allais dire, la position privée. Mais pour les Français, il n'y a pas cette différence? Pas du tout. Ok. Et progressivement, j'ai essayé de comprendre et approfondi. Et je me suis beaucoup intéressé à la culture et à l'histoire de la civilisation chinoise pour essayer de percer ces mystères des relations avec la Chine. Et donc, voilà. Alors, et donc, je pense qu'effectivement, les fondements culturels et civilisationnels de l'Occident, en tout cas de la France, en tout cas de l'Europe
méditerranéenne et de la Chine sont radicalement différents. Et que cette différence fondamentale des fondements culturels fait qu'un grand nombre de malentendus se sont instaurés entre les deux civilisations, malentendus qui parfois vont du fait de l'histoire, du fait des difficultés que chacun connaît, des problèmes économiques, devient parfois, comme c'est le cas en ce moment, non seulement de la méfiance, mais qui va jusqu'à l'hostilité. Et je pense donc qu'effectivement, il est urgent, très important, d'établir ces bases de dialogue qui permettent de comprendre l'histoire, de comprendre quels sont les fondements de la pensée et du mode de pensée, du mode de vivre des Chinois par les Occidentaux et des Occidentaux par les Chinois. D'où l'importance absolument majeure, radicale de forums comme celui-ci, où on essaye de parler, de se rencontrer, d'échanger et de ce fait de mieux se connaître et par conséquent cesser de se méfier. Alors, est-ce que vous pouvez, je sais que c'est un peu difficile sur la télévision en quelques minutes, je crois qu'il faut des livres pour vraiment écrire le fondement des pensées des Chinois ou le fondement des pensées des Européens, mais est-ce que vous pouvez profiter de l'occasion pour expliquer un peu quels sont les plus importants, par exemple, ou les plus grands malentendus pour comprendre tout cela? J'ai d'ailleurs, à la demande d'un ami chinois, écrit un document sur ça, sur quelle est la différence entre le mode de pensée chinois et le mode de pensée occidental. Mais si vous voulez, en quelques mots, l'histoire culturelle, la civilisation européenne est fondée il y a 4000 ans par la révélation monothéiste. La révélation monothéiste, ça veut dire que le fondement, la racine de la culture, de la civilisation européenne, c'est qu'il y a un Dieu. Et que ce Dieu s'est révélé aux hommes. Et par conséquent, les hommes existent sous le regard de Dieu. Et pas seulement sous le regard des autres. Et ça crée le personnalisme et l'individualisme occidental, par opposition à la Chine, je viendrai tout à l'heure. La deuxième caractéristique de cette révélation monothéiste, c'est que Dieu, montre la vérité. Et donc, la pensée occidentale devient une pensée à la fois assez manichéenne, il y a le bien et le mal, le beau et le laid, le vrai et le faux. Et on ne peut pas, dans la pensée occidentale, mettre ensemble ce qui est vrai et ce qui est faux. Et du fait que c'est la révélation divine, la pensée occidentale est universaliste, c'est-à-dire que les valeurs qu'elle représente sont les valeurs universelles puisqu'elles viennent de Dieu. Donc ça, c'est le mode de pensée européen qui conduit à une forme de manichéisme, de personnalisme et d'individualisme, et finalement de vision linéaire du progrès humain qui doit être conforme à une évolution qui est écrite par Dieu. La pensée chinoise, c'est exactement l'inverse. Le mode de pensée chinois est beaucoup plus intégré, il est holistique, il est communautariste, c'est-à-dire que l'ensemble, le tout, la famille prévaut, compte plus que la personne. La famille, le clan et finalement le pays, la Chine, est d'une certaine manière la priorité ultime. Et donc on voit bien la différence entre un pays individualiste et un pays communautariste comme la Chine. L'autre élément, c'est que la Chine a une culture très pragmatique et
je dirais, dans la pensée chinoise, les opposés peuvent coexister. Non seulement les opposés, mais même les contradictions. On peut accepter des choses contradictoires ensemble, et je me souviens même d'un exemple où des économistes disaient « mais vous pensez que le socialisme et le capitalisme, c'est contradictoire ?» C'est peut-être contradictoire, mais nous, ça ne nous dérange pas. Ce qui va en sortir, c'est quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas et nous non plus. Mais je dirais, c'est toute la pensée du yin-yang, c'est-à-dire deux opposés à l'intérieur de la même chose. Et donc ça, pour les Occidentaux, c'est incompréhensible. Et donc ces fondements-là conduisent, il y a encore un dernier élément, c'est, je dirais, ce que moi j'ai appelé la régulation a posteriori, c'est-à-dire qu'en Chine, la règle vient de l'usage. C'est d'ailleurs la pratique du président Deng qui a dit allez-y, puis au fur et à mesure, on corrige en fonction de la réalité ce qu'il faut corriger. Et non pas comme dans nos pays de droit, dans lequel on fixe le droit avant de pouvoir faire quelque chose. Et quand on arrive en Chine, nous, on dit voilà, est-ce que j'ai le droit de faire ça? La réponse est mais on n'en sait rien. Faites, et puis on vous dira si c'est bien ou si c'est pas bien. Et on voit qu'en Chine, mais c'est d'ailleurs, ça vient c'est ce qu'il y a au-dessus du trône de l'empereur, la cité interdite, Wu et Archer, le gouverner par le soi-disant non-agir. Mais ce n'est pas par le non-agir, c'est laisser faire et réajuster. C'est tout le principe de la médecine chinoise, dans laquelle on empêche, on rétablit les déséquilibres. Pour empêcher, quand on laisse faire les choses, mais il faut empêcher les déséquilibres de se produire. Et donc c'est constamment la réalisation, la remise en place des équilibres. Et ça, pour un occidental, c'est incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, et puis je finirai comme ça, c'est qu'on a l'impression que si je fais quelque chose et qu'on me dit après que je n'ai pas le droit de le faire, c'est de l'arbitraire. Or, il se trouve que l'Occident européen a une histoire d'un siècle avec le communisme stalinien et donc la peur du communisme. Et il se trouve que les caractéristiques civilisationnelles, culturelles de la civilisation chinoise ont des points communs avec le communisme, c'est-à-dire la vision holistique, communautariste, c'est-à-dire le pragmatisme et c'est-à-dire la régulation a posteriori qui est vue par les Occidentaux comme de l'arbitraire. Et donc, comme en plus la Chine se dit communiste, il y a une projection de l'Occident sur la Chine comme si c'était l'équivalent du communisme stalinien, qui n'a évidemment rien à voir, parce que ce dont je parle, c'est les fondements culturels très profonds, millénaires de la Chine. Effectivement, vous avez parlé des différences. Effectivement, on voit que les fondements sont totalement différents et il y a aussi des analystes experts qui disent que ça provient aussi de différences géographiques. Finalement, la situation géographique, le fondement de la société, soit c'est agricole, soit c'est maritime. Alors, mais on voit que dans l'histoire, il y a quand même des échanges qui... Je crois que c'est cette différence qui fait passionner les Chinois et les Européens pour les échanges, en fait, surtout entre la Chine et la France. Et vous avez dit tout à l'heure, un point intéressant, c'est que quand EDF venait d'arriver en Chine, il y avait déjà une confiance établie. Donc, si on regarde un peu vraiment dans l'histoire les échanges, la chinoiserie en Europe à un moment donné, et puis l'inspiration de révolution par les Chinois à l'époque, pensez-vous qu'il y a quand même des héritages qui ont été laissés et quelles seront les conséquences des échanges entre la Chine et l'Europe pour les deux civilisations? C'est une très 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 bonne question. Si vous voulez, pour moi, ce que je viens de décrire, c'est la couche de culture qui s'est
qui a conditionné le mode de penser, de faire, d'agir des Chinois d'un côté, des Européens de l'autre. Ce mode, bien sûr, il est très différent, et si on s'arrête à ça, eh bien, c'est très compliqué de se comprendre. Mais la réalité, c'est que ça, ce ne sont pas les valeurs fondamentales de l'humanité. Les valeurs fondamentales de l'humanité, c'est la confiance, le respect, la création, l'innovation, l'amour. Et ça, c'est commun à toute l'humanité. Et moi, ça fait donc près de 40 ans que je suis en Chine. J'ai des amis chinois avec lesquels je partage fondamentalement toutes ces valeurs. Et donc, je crois qu'il est important de se connaître, de dialoguer pour comprendre les différences de culture, de civilisation. Mais ces différences de culture et de civilisation sont relativement superficielles. Elles sont très importantes, c'est ça qui constitue une nation. Ça nous aide à se comprendre, en fait. C'est nécessaire pour se comprendre, mais les valeurs fondamentales de l'être humain, elles sont communes. Pour moi, c'est évident qu'on va vers la reconnaissance d'un monde avec plusieurs civilisations, et pas seulement la civilisation occidentale et la civilisation chinoise, mais je veux dire la civilisation d'Amérique latine, d'Afrique et du Moyen-Orient sont d'autres civilisations qui ont leur place à part entière, et donc on est conduit à prendre conscience de ça. Alors j'ajoute que beaucoup de voix, de plus en plus de voix, vont dans ce sens. Il y a 10 ans, à part M. Kishore Mahbubani, qui est un professeur singapourien et qui disait déjà ça, à part lui, il n'y a pas grand monde qui avait cette position. Aujourd'hui, j'entends de plus en plus de gens défendre cette position, en particulier en France. Et en France, c'est récent, ça a 2 ou 3 ans. L'acceptation, la vision d'un monde pluricivilisationnel est quelque chose qui commence à s'imposer, et je crois que l'évolution des BRICS, l'évolution de ce qu'on appelle le Sud global conduit les gens progressivement à prendre conscience de cette réalité qu'il n'y a pas une civilisation modèle qui doit s'imposer à l'ensemble du monde, mais qu'il y a plusieurs, je ne sais pas combien, en tout cas plusieurs civilisations qui ont leur place à part entière dans l'équilibre et dans l'harmonie mondiale. Et évidemment, c'est la Chine qui, compte tenu de sa taille et de sa puissance, donne l'élan à cette reconnaissance. Et donc, vous êtes plutôt optimiste sur la relation entre la Chine et l'Occident, entre la Chine et la France, malgré les grandes différences de pensée? Bien sûr, je suis optimiste et je suis sûr. C'est même une certitude. La question, c'est combien de temps ça va prendre. Et donc, comme dirait le grand poète français Victor Hugo, l'homme a toute puissance dans le monde. La seule chose sur laquelle il n'a pas puissance, c'est le temps. Le temps appartient à Dieu. Donc il faut encore des changements dans le milieu intellectuel pour avancer sur cet aspect. Oui, bien sûr. Mais vous savez, je me souviens, à la fin des années 70, ma conviction, c'était que le régime communiste stalinien ne pouvait pas continuer parce qu'il s'était vidé de sa pensée. La seule chose, c'est que c'est pas combien de temps ça peut prendre. En fait, ça a pris 15 ans par rapport à... Mais surtout, ce qui est fascinant, c'est que le jour où ça bascule, tout le monde a l'impression que ça a toujours été comme ça. Donc je pense que sur la prise de conscience de la multiplicité civilisationnelle du monde,
de la place à part entière de toutes les civilisations dans le monde. Le chemin se fait. À quel moment ça va basculer, je ne sais pas. Peut-être assez rapidement. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que le jour où ça va basculer, personne ne pensera plus autrement. On va oublier complètement le mode de pensée ancien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe déjà, en fait. Oui. Mais c'est seulement, il n'y a pas une conscience là-dessus. La révélation n'a pas eu lieu. Donc il faut du temps pour que les gens travaillent ensemble. Et ça, on ne sait pas combien de temps. Et vous travaillez dans le domaine énergétique et pour le développement de l'énergie verte en Chine. Quel est votre regard à l'heure actuelle? Moi, j'essaye de ne pas être dogmatique et idéologue. La Chine, les énergies dites renouvelables, éoliennes et solaires, elles sont forcément limitées en pourcentage dans la production d'électricité d'un pays. Parce que l'électricité ne se stocke pas et que c'est le besoin qui commande la production. La production doit en permanence s'ajuster à la demande. Quand un train démarre, il faut produire l'électricité qui est nécessaire pour que ce train démarre. Quand quelqu'un tourne le bouton pour allumer son radiateur ou son four, il faut mettre en face la production. Et par conséquent, les énergies aléatoires comme le vent et le soleil ne peuvent pas répondre d'une manière générale à la demande, d'autant plus que la demande la plus forte, c'est généralement le soir, quand il fait nuit, il n'y a pas de soleil. Donc, il y a une limite, qu'il faut évaluer en fonction des zones, des pays, par exemple, au Sénégal, où le vent souffle d'une manière régulière 6 mois par an, c'est évidemment très intéressant, très intelligent de faire de l'éolien, probablement dans le désert de Gobi aussi, où il y a un vent régulier. Mais ça ne répond pas aux besoins d'ajustement en fonction de la demande. Donc il faut que la majorité de l'électricité soit pilotable. Pilotable, ça veut dire qu'on la produit quand on en a besoin. Et donc, l'effort qui est fait par la Chine du développement des énergies renouvelables est remarquable et extrêmement utile jusqu'à une certaine mesure qui n'est en l'occurrence pas encore atteinte. Maintenant, il reste le reste. Et je suis stupéfait. La Chine a aujourd'hui les usines de production d'électricité par le charbon les plus modernes du monde, celles qui sont les plus propres, ce qu'on appelle le charbon propre, c'est-à-dire dont la production de CO2 et la production de pollution atmosphérique est la plus faible du monde. Et donc, il y a des recherches pour améliorer encore le rendement de ces centrales à charbon qui pourraient atteindre, avec des nouvelles technologies, le niveau d'émission de CO2 du gaz. Bon. Or, aujourd'hui, le mot charbon, en tout cas en Occident, est banni. Et la Chine a été contrainte, lors de je ne sais pas quelle réunion, de ne plus construire des centrales à charbon en dehors de chez elle. Le résultat de ça, c'est que des pays comme l'Indonésie ou le Vietnam, qui auraient pu construire des centrales à charbon chinoises avec des rendements extrêmement élevés et beaucoup moins polluantes, ne pourront pas le faire et donc vont construire des centrales à charbon avec leur propre technologie, beaucoup plus polluantes. Et donc, du fait de l'idéologie ambiante, on se refuse à regarder la réalité avec pragmatisme. Moi, je pense que faire là où c'est nécessaire des centrales à charbon ultra supercritiques, c'est-à-dire le charbon propre, et continuer de rechercher les meilleures technologies possibles dans le domaine des très hauts rendements des centrales à charbon, c'est une voie qu'il faut poursuivre et on ne peut pas bannir le charbon parce que c'est une illusion.
Et puis il reste évidemment l'énergie pilotable la plus propre, qui est le nucléaire, dans laquelle la Chine a pris un élan considérable et aujourd'hui un des plus grands constructeurs de centrales nucléaires au monde. Et je pense qu'aujourd'hui, je crois que le programme, c'est à peu près entre 6 et 8 réacteurs par an, mais je pense que la Chine pourra, et d'une certaine manière devra, en faire beaucoup plus, parce que, encore une fois, c'est le moyen le plus propre et le plus efficace, pilotable, de produire de l'électricité. Mais évidemment, ça ne suffira pas pour combler tout le besoin de production d'électricité et d'énergie de la Chine, qui va avoir évidemment besoin de tous les moyens possibles qui existent. Alors, vous avez travaillé dans le secteur d'énergie et nucléaire pendant très longtemps et on sait que l'année prochaine marque le 60e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la Chine et la France. Donc, comment voyez-vous la perspective de coopération entre la France et la Chine dans ces domaines-là? La France a beaucoup travaillé et travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les villes intelligentes et les villes propres. Et par conséquent, je pense que dans ce domaine, il y a beaucoup d'échanges possibles entre la France et la Chine, parce que la Chine est encore aujourd'hui dans une période de fort développement et d'utilisation du besoin d'énergie. La France est dans une situation, au contraire, de stabilité beaucoup plus grande et essaye d'améliorer son environnement par des moyens d'efficacité et de ce qu'on appelle les villes intelligentes, c'est-à-dire faire le maximum d'économies d'énergie possible. Donc, en ce sens-là, la France peut apporter beaucoup à la Chine. Dans le domaine, et puis il y a le domaine nucléaire dont j'ai parlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine est de loin le plus grand constructeur de centrales nucléaires du monde, mais la France est toujours le plus grand exploitant. La Chine va devenir très rapidement aussi le plus grand exploitant, mais le retour l'expérience d'exploitation qui est au fond le fondement de la compétence industrielle. La France a 50 ans d'exploitation de centrales nucléaires, 2500 années réacteurs d'expérience, et ça, c'est vraiment un trésor de connaissances, de retour d'expérience et de technologie qui est évidemment utile pour le monde entier et pour la Chine en particulier. Et donc je forme le vœu que la coopération qui a été plus ou moins interrompue, en tout cas ralentie entre la France et la Chine après 2015, reprenne d'une façon soutenue le plus rapidement possible. Je vous remercie, M. Machno, d'avoir participé à notre émission et partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie, j'étais très heureux. Je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.